Merci à tous de nous retrouver pour cette nouvelle table ronde climat, jeunesse et ville, transformer l'éco-anxiété en espoir. Je suis entouré, j'en suis très heureux, de Madame Boriazo. Bonjour Madame. Nous sommes également ici avec Julia Tadei. Et pour terminer cette table ronde avec le docteur Jacqueline Boissel. Mesdames, merci d'être avec nous. Je vais tout d'abord donner la parole, puisque cette table ronde concerne la jeunesse, à Madame Boriazo. Vous êtes donc maîtresse de conférence à l'Institut de Montpellier Management et membre de Montpellier Research in Management. Vous avez publié une centaine de contributions et vous avez interrogé vos élèves sur ce qu'est pour eux l'éco-anxiété. Est-ce que vous pourriez nous donner un aperçu de ces réponses ? Oui, alors tout à fait. En fait, quand on pense éco-anxiété chez les jeunes, je dirais spontanément, on pense à Greta Thunberg, Youth for Future, etc. Et donc, j'ai interrogé 2 promotions d'étudiants, alors des promotions qui ont des profils différents, hein. Une qui est plutôt sur les politiques publiques, le management public, donc en Master 1, et une autre en Master 2 qui est très sensibilisée au départ, hein, sur les problématiques environnementales, hein, et qui se destine, hein, à on va dire des occupations professionnelles dans tout ce qui est gestion des littoraux, des mers, donc très environnementaux. Alors, je leur ai demandé ce que ça signifiait pour eux l'éco-anxiété et s'ils se sentaient écologiquement anxieux, hein. Alors ils m'ont dit oui, effectivement, il y a une peur du réchauffement climatique, mais quand on envisage, enfin quand on réfléchit aux conséquences futures, finalement on a du mal à se projeter, hein, on ne sait pas trop, on a l'impression on est plutôt, hein, sur un discours un peu plutôt politique d'ailleurs. Et puis, qu'est-ce qu'ils me disent encore? Oui, on comprend bien qu'il y a un problème, mais comment agir? D'autres m'ont dit... D'autres vous ont dit qu'ils ne trouvaient pas dans la puissance publique de solution. Oui, tout à fait. Hein, donc, ils me disent, mais on veut bien agir, mais finalement, on attend. Alors, quand ils parlent de gouvernement, c'est au sens large, hein, on attend du gouvernement un cadre d'action, des supports, et finalement, on est plus ou moins amené à agir seul. Donc, il y a un certain nombre d'initiatives, je dirais individuelles, hein, qui sont très intéressantes, très louables, mais voilà, ils disent finalement au niveau politique, hein, il y a une sorte de scepticisme, hein, que font les politiques pour nous aider à limiter cet éco-scepticisme, on va dire, cette anxiété. Cette anxiété, on va revenir sur le constat avec vous dans quelques instants, mais je vais donner la parole au docteur Jacqueline Boissel. Vous êtes responsable du pôle enseignement et recherche marketing, vente et communication au sein de Montpellier Business School. Et pour essayer de trouver les solutions, comment est-ce qu'on arrive à transformer cette éco-anxiété? Vous m'avez parlé de ces push, on appelle ça les nudges, qui permettent donc de changer par des petites actions du quotidien son comportement, mais sans anxiété. C'est bien cela? Exactement. Bon, tout d'abord, merci beaucoup de m'avoir invité. Cette petite accent, c'est mexicain, donc je suis désolée pour mon français si jamais vous ne comprenez pas. Nous vous remercions de parler français et nous sommes reconnaissants de connaître notre langue. Alors, tout d'abord, il y a eu, on sait que de nombreux gouvernements et des entreprises, ils agissent pour la transformation de leur modèle, mais ce type de transformation, ils vont de la main de l'aide des individus et des citoyens. Et il y a une bonne nouvelle, il y a une un petit peu mauvaise nouvelle. Et un récent Eurobaromètre a publié que 93% des citoyens ils sont conscients de ce problème de réchauffement climatique, mais la recherche montre qu'il n'y a pas d'action précise. Il n'y a pas d'action précise inclut la génération Z dont Isabelle évoquait.
Donc, il y a un écart entre la sensibilisation et l'action de ce problème. Et donc, il y a une explication à ça. Donc, tout d'abord, c'est une manque de compréhension sur le réchauffement climatique. Il y a une manque de motivation, manque de temps, manque de temps et d'argent. Et un troisième phénomène que je vais vous décrire qui s'appelle l'effet doom. L'effet doom, en français, c'est l'effet malheur. Et ça se manifeste quand les citoyens, ils se sont débordés ou un petit peu dépassés par les effets complexes de ce réchauffement climatique. Donc, il s'appelle l'effet doom. Et donc, ils se paralysent, ils se disent, si je change mon comportement à niveau individuel, ça sert à rien. Je ne vais rien changer. Et donc, mais aussi la recherche montre que l'utilisation excessive des messages négatifs, notamment des scénarios apocalyptiques, il les paralyse et il se trouve complètement perdu. Donc, je viens de recevoir, je vais vous montrer, c'est le dernier numéro. J'ai mis un sticker sur les volumes, la revue, mais regardez. Donc, c'est la 6e extinction, il y a tel commencé. Cette revue, il a des super sujets et j'adore les recevoir, mais c'est la coïncidence de recevoir ça. Et donc, les jeunes, bien évidemment, ils se paralysent. Et ça fait partie de cet effet doom dont on parle. Alors, comment résoudre ce problème d'éco-anxiété? Donc, je vais vous partager une stratégie, une théorie qui vient de la théorie de l'économie comportementale, qui vient d'une théorie qui s'appelle d'une chercheur, professeur de Harvard, qui s'appelle Thaler. Thaler, il est un économiste qui a gagné le prix Nobel en 2017. Et les gens, ils se disaient, finalement, un prix Nobel qu'on peut comprendre. Et donc, qui est utile. Et qui est utile. Pardon. Oui, ouais, utile peut-être. Je ne veux pas. Mais, et donc, les notches. Les notches, qu'en français, on l'appelle un coup de pouce, un coup de cou. Et donc, cette théorie de l'économie comportementale suggère qu'il y a des facteurs très concrets, des outils très terre à terre, qu'on peut utiliser pour les aider à prendre des comportements positifs envers l'environnement, la santé et l'éducation. Et donc, je vais vous montrer. Aussi, j'ai amené mon matériau. Je suis professeur, je suis désolée. Oui, docteur. Je suis très pédagogue. On est avec vous, mais dans quelques minutes, on va donner quand même la parole à Julia. Par rapport à cette question de fatalisme, il y a quand même des solutions. Il faut, hormis ces coups de pouce individuels, oui, il y a des solutions, il y a des outils. Et je vais vous donner la parole dans quelques instants. Mais je serai encore avec vous sur cette question. Je vous montre seulement. Vous voyez, il y a un interrupteur de lumière, là. Et donc, dans l'interrupteur, il y a un autocollant. Il y a un autocollant, ça peut être une usine industrielle qui montre CO2. Et ça va rappeler les étudiants, les jeunes, qu'il faut éteindre la lumière à chaque fois qu'ils sortent d'une pièce. Donc, c'est doux, c'est facile, ça crée des habitudes. Une deuxième exemple, c'est les distributeurs, les distributeurs des papiers pour les mains. Donc, vous voyez, il a une forme, une fenêtre de la carte de l'Amazonie. Et donc, plus vous tirez des papiers, plus l'Amazonie va
être déforestés. Et puis il y avait également les mégots de cigarettes avec le cendrier, Voilà, c'est ça. qui est un jeu. Soit vous mettez votre cendrier du côté Star Wars, soit vous mettez votre mégot pardon, du côté Seigneur des Anneaux. Et donc ça évite, c'est un comportement qui vous permet d'éviter de mettre votre mégot par terre. Je vais donner la parole, permettez-moi. Merci pour cette information. Les nudges, et ces petits comportements, ces petits coups de pouce qu'on fait pour la planète, chacun de nous. Mais on a aussi des innovations qui peuvent se faire au niveau professionnel. Je vais rappeler simplement l'action de placemaking avec Ramon Parades qui, lui, œuvre au niveau des urbanistes et qui permet, à travers cette plateforme d'échange, de donner des moyens de trouver des solutions concrètes quand on en rencontre un problème, quand on est urbaniste. Mais on a aussi, en tant que citoyen, des plateformes, Codemos. Merci beaucoup, Julia Tadei. Vous êtes donc expert auprès de la Commission européenne et créateur auprès de BPI France et président de Codemos. Vous allez nous expliquer ce que c'est que Codemos, parce que j'ai trouvé cette initiative absolument extraordinaire. Je vois qu'il y a des jeunes au fond de la salle. Prenez-le en note, ça peut être intéressant pour vous. Merci beaucoup. Merci à vous et à la ville de Montpellier donc, de nous accueillir ici. Alors, Codemos, qu'est-ce que c'est? Rapidement, Codemos, c'est une plateforme de démocratie participative qui s'adresse aux citoyens, mais plus généralement encore à la société civile, aux associations, aux entrepreneurs, quel que soit leur âge. Mais je reconnais que les jeunes sont un peu le centre de notre attention. Donc, on a cherché à vaincre l'éco-anxiété. Comment on fait ça? On fait ça d'abord en reconnaissant qu'elle existe, hein. Et je crois que émotionnellement, c'est important de commencer par se connecter à son cœur et de ressentir que oui, on ressent cette souffrance de la planète et on vibre avec elle. Et oui, on a une difficulté. Et maintenant, on va la surmonter, on va la transmuter et on va progresser tous ensemble. Et comment on va faire ça? Comment on vainc l'anxiété, la tristesse? Hier, j'ai un ami qui a été assassiné. C'est la corruption qui l'assassine, c'est la corruption qui écocide. On le reconnaît, on l'accepte. Oui, c'est vrai, c'est la corruption qui détruit la démocratie. C'est ça le problème. On a un problème, il est réel, on l'accepte. Et maintenant, on va vaincre ce problème. Et on va le vaincre tous ensemble par la force contraire, par la vie, par la joie, par notre capacité de nous mobiliser. Et comment on fait ça? Comme les enfants savent le faire, en restant connectés à nos émotions, à notre justesse intérieure, et donc au jeu. Et on va jouer. On va jouer parce que la vie est un jeu, on va jouer parce qu'on veut vivre, on va jouer parce que par le jeu, on a appris, et par le jeu, on va apprendre à surmonter les difficultés, progresser et participer ensemble au nouveau monde, à ce monde qui sera décarbonisé, à ce monde qui sera plus démocratique encore, et qui donnera confiance aux citoyens parce qu'ils seront impliqués, parce que ce sera le monde que eux ils ont construit. Donc comment la plateforme fait ça? C'est un jeu citoyen dans lequel on gagne des points quand on participe, quand on a des idées, quand on a des projets dans tous les domaines. Et comment on gagne des points? On gagne encore plus de points quand nos projets ils sont alignés avec la ville du quart d'heure. Pourquoi? Parce que nous aussi, comme Carlos l'a expliqué ce matin, on a constaté que le bonheur des citoyens, le bonheur de chacun de nous, en s'observant nous-mêmes déjà, simplement. Moi, j'ai habité dans plein d'endroits différents, dans différents endroits du monde, et j'étais heureuse quand dans mon quartier, il y avait, c'est simple, hein, tout ce qu'il faut. Alors, tout ce qu'il faut, c'est quoi? C'est une école, tout ce qu'il faut, c'est un théâtre, tout ce qu'il faut, ça peut être même un cinéma, pourquoi pas? Hein, la culture, la santé, l'enseignement. Voilà, exactement, tout ce que rappelait Carlos ce matin. La consommation des lieux. Donc il y a tout ça, vous avez des petites icônes dans Codemos où vous pouvez cliquer éducation, santé, culture, et vous pouvez proposer des projets si vous n'avez pas ça chez vous. Si par exemple, vous voyez que votre centre-ville se dévitalise, revitalisez-le. Si vous voyez que vous n'avez pas d'école dans votre cité dortoir, créez une école dans votre cité dortoir, créez une boulangerie dans votre cité dortoir. Mais juste faites-le, quoi. Hein. Like, just do it. Et, Julia, pour être concret, et je vais redonner la parole sur ces pushs dans quelques instants, mais Julia, pour être concret, Codemos, c'est un outil qui permet donc à chacun de nous de devenir acteur de la transformation urbaine.
comme vous le disiez en préparant cette intervention, les fonds FEDER ne sont pas utilisés. Vous êtes un moyen d'utiliser les subventions, les fonds européens pour œuvrer dans votre vie, dans votre quartier, dans votre cité. Et vous, les jeunes qui êtes là-bas ici, est-ce que vous avez envie d'œuvrer, d'avoir des fonds européens et de pouvoir, je ne sais pas, créer un cinéma dans votre quartier ou alors un lieu de soins? Eh bien, n'hésitez pas, vous allez sur le site de Codemo, c'est bien ça, Julia? C'est ça, donc oui.citizenpower.world. Donc reprenez votre pouvoir citoyen, utilisez-le, mobilisez-le. Pourquoi? Parce que finalement, c'est ce que nos institutions attendent, mais elles ne sont pas outillées, elles non plus. Et il manquait, avant qu'on existe, maintenant j'espère que ça va aller mieux, des outils de communication entre un citoyen et les Nations Unies, entre un citoyen et sa ville, entre un citoyen et la Commission européenne. Traité de Lisbonne, principe de subsidiarité, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que les fonds doivent être attribués au plus proche du citoyen. Donc si on a des citoyens qui déposent des projets sur notre plateforme et qui sont votés et qu'on peut démontrer grâce aux travaux de Carlos que oui, la ville du quart d'heure c'est juste, nous on a un algorithme qui calcule pour chaque projet déposé combien ce projet va permettre de réduire la consommation de carbone, comment ce projet potentiellement peut contribuer aux objectifs de développement durable des Nations Unies, qui sont 17, qui reprennent les 6 de Carlos. Donc tout ça, c'est super aligné, c'est super cohérent. Et notre algorithme, préparé avec plusieurs grandes écoles, dont Télécom Paris, dont l'École supérieure de Santa Ana et d'autres qui ont contribué avec nous à son développement, notre algorithme, il calcule tout de suite, donc vous attendez pas 10 ans, l'impact potentiel de votre projet. Et comment on fait? Par exemple, pour ce qui est du carbone, mais on a aussi l'emploi et d'autres choses. Bon, j'avoue, on utilise des valeurs moyennes, mais c'est très très simple. Quand vous construisez une école, eh bien, s'il n'y en a pas de toute proche, on calcule le nombre d'enfants qui peuvent aller dans cette école, le nombre de parents qui ne vont pas faire d'aller-retour en voiture parce qu'ils vont pouvoir les déposer à pied. Et ça, c'est la réduction de CO2 que vous obtenez. Ça se compte en tonnes pour le moindre projet. Même une boulangerie bien placée, elle réduit des tonnes de CO2 par an. Une boulangerie moins bien placée, elle en réduit moins. Et donc, on calcule par rapport à la distance d'une école qui existe. Donc, notre algorithme, il est très simple. Et il fonctionne très bien. Il fonctionne très bien dans les régions urbanisées. Donc, voilà, ça, c'est un peu sa limite. Merci Julia, Tadei, merci. On va revenir dans quelques instants sur cette aide, cet outil de l'intelligence artificielle au service de l'environnement. Je voudrais... avant de revenir vers vous et sur les nudges, parce que ça m'interpelle, ces changements de comportement, je voudrais revenir sur vos élèves et sur cette question quand même fondamentale. Je vous ai demandé, avant de nous réunir, est-ce qu'ils sont confiants? Est-ce qu'ils placent leur confiance dans les collectivités territoriales pour œuvrer? Et je crois que ça a été unanime. Ils vous ont tous dit, mais ils sont absents, les politiques publiques. Il y a absolument aucun, enfin, ils ne se sentent pas accompagnés. Alors ici, on est au sein de l'hôtel de ville de Montpellier. Est-ce que vous voyez pas qu'il y a quand même une action qui est menée? Si, alors ils m'ont parlé notamment sur Montpellier, ils m'ont parlé de la gratuité des trams, de la possibilité de venir à la fac en vélo, etc. Ils ne sentent pas de politique publique qui œuvre. Non, c'est clair, hein, il faut qu'il y ait des actions plus haut que nous. Et pour l'instant, ils les identifient pas, ces actions plus haut que nous. Et c'est pour ça qu'on a Codemos, qu'on a Play Speaking. Alors j'allais dire, on a aussi l'université quand même. On est là pour... alors je vois au niveau de Montpellier Management, on a une réflexion globale. Oh là! Eh bien, c'est un accident, c'est le genre de choses qui arrivent, rassurez-vous, ne touchez à rien, on va venir vous... C'est parce que vous parliez de l'université de Montpellier, et ça nous a émus, et il y a eu un moment de... Je vous laisse la parole. Donc une réflexion globale sur comment interpeller et embarquer nos étudiants, mais également nos enseignants, notre personnel administratif sur ces problématiques de responsabilité environnementale, j'allais dire. Alors on a un certain nombre d'actions qui sont mises en œuvre. Alors ça, on a notamment une politique de développement des achats responsables, mise en place de fontaines à eau dans les bâtiments, définition d'une charte éthique. Je ne vais pas vous faire une liste à la Prévert, mais c'est quand même assez... On a eu une véritable réflexion là-dessus. Mais cette action, est-ce qu'elle atténue cette éco-anxiété ou pas?
Ou est-ce qu'on sent cette fatalité, ce fatalisme voilà, qui traverse Je pense votre aussi genre? qu'on a. Alors, je vais essayer peut-être de nuancer. On est sur des étudiants qui sont aussi. Alors, je les ai interrogés cette semaine. Ils sont pas loin des examens, donc il y a peut-être, je dirais, ça peut être un facteur qui explique qu'ils sont un petit peu plus anxieux que d'habitude, mais ils sont quand même assez sensibilisés. Alors nous, au niveau des l'encadrement, j'allais dire professoral. Nous, on essaie le plus possible, hein, de les positionner sur des projets étudiants, alors en groupe, sur des problématiques qui sont liées à tout ce qui est transition écologique. Même chose pour des stages, même chose pour les apprentissages. Mais bon, je dirais que c'est un travail au quotidien. Mais voilà, c'est notre façon d'envisager d'envisager comment, hein, encore une fois, on peut les interpeller, les embarquer. Après, ils participent également à des challenges type territoire engagé, hein, l'année dernière, cette année, mais ça c'est au niveau des universités en général, hein, qui a ce type qu'on incite, hein, les étudiants voilà, à participer à ces challenges et de développer une sorte de responsabilité, on va dire. Devenir acteur. À devenir acteur, tout à fait. Tout à fait. Et ça me ramène à cette question sur Synologist parce qu'ils permettent de sortir d'un système assez classique, récompense, sanction, et tout en proposant un ratio, comme vous l'indiquez avec vos schémas sur l'utilisation du papier, la fermeture de la lumière, coût, efficacité. Est-ce que c'est aussi un changement de perception du quotidien qu'il nous faut aborder? Est-ce qu'il n'y a pas là aussi le prisme de l'éducation? Complètement. Je pense qu'il faut les habituer à faire des petites tâches concrètes, précises, pour qu'ils ne se perdent pas dans cette information catastrophique. Donc, si on leur montre quelles sont les petites habitudes qu'il faut qu'ils prennent, je pense qu'ils vont aller vers des habitudes très simples. Donc, c'est des gestes. Et aussi, il y a une force de la moindre résistance. Ça veut dire que nous aussi, il faut leur montrer comment les guider par les bons chemins. Et une norme, la norme sociale, c'est très important dans cette histoire parce qu'on est très, très vigilant à ce que nos pères y font. Et donc, ça peut être une histoire de mimétisme. Donc, si nous avons on les éduque, on les apprend de bonnes habitudes, leurs pères, ils vont suivre. Et donc, ça va être un effet, une boule de neige. Un effet de groupe tout à fait judicieux comme réflexion. Je vais me permettre, parce que je voudrais donner la parole aux jeunes qui sont dans la salle. On voit qu'il y a mademoiselle qui va. Mais une dernière question, avant toute chose, Julia Tadei. L'intelligence artificielle a quelque chose de bénéfique à travers Codemos, puisque on le dit souvent, on peut opposer peut-être la technologie et les avancées scientifiques, mais là non, ça se nourrit et ça va dans le même sens, la préservation de l'environnement et de notre écologie, notre biosphère. Oui, le numérique, c'est un outil. Et c'est un outil qui sert les objectifs que nous, humains, on lui assigne. Si nous, humains, on décide que notre objectif, c'est la démocratie, c'est l'écologie, c'est la biodiversité, c'est la décarbonisation, c'est un outil qui sert ces objectifs-là. Si c'est un outil qui doit servir l'accélération de l'attribution des subventions, eh bien, c'est le cas. Par exemple, sur Codemos, si vous utilisez ça comme outil demain, si la Commission européenne décide d'utiliser ça comme outil demain, si la ville de Montpellier décide d'utiliser demain cet outil, en 2 minutes, vous avez une évaluation. Vous n'avez pas besoin de passer par un comité d'experts. Vous êtes neutre. Vous n'avez pas besoin d'avoir de discussion. C'est automatique sur des critères déjà fixés. Donc, vous êtes sûr que vous n'êtes pas partial. Vous êtes sûr que vous n'êtes pas accusé de corruption. Vous êtes tranquille, vous, en tant qu'administration, mais vous êtes tranquille, vous aussi, en tant que citoyen. Vous êtes en sécurité et vous ne perdez pas 1 an et demi pour remplir 45 pages de questions d'un dossier FEDER actuel, ce qui est quand même hyper lourd et hyper chronophage, et que aucun
citoyen normal ne peut faire. Un entrepreneur normal, un citoyen normal, une association normale, elle n'a pas une personne à dédier à temps complet à remplir des dossiers FEDER qui n'aboutiront peut-être jamais. Et donc, c'est toujours les grands groupes qui vont récupérer ces subventions-là. Et donc, la société se délite parce qu'on ne voit pas l'argent de la Commission européenne arriver dans les territoires à une vitesse suffisante, avec une abondance suffisante, à tel point qu'effectivement, comme le disait Martin, une grosse partie des fonds de la Commission ne sont simplement pas utilisés aujourd'hui. Donc, ils sont juste renvoyés. Une grosse partie des fonds FEDER n'est juste pas utilisée. Si on arrive à avoir un système où en 2 minutes, on sait si quand on a une idée, elle est bonne, si quand on a une idée, elle contribue à la ville du quart d'heure, si quand on a une idée, elle va réduire de tant de tonnes le CO2, mais ça booste, ça motive. Les gens, ils voient qu'ils ont un pouvoir immédiat. Là, je fais ma boulangerie, je réduis de tant de tonnes mon CO2. Quand je présente mon dossier de subvention, je le présente en ayant ça comme bilan. Je sais tout de suite que moi, je sais offrir ça au monde. Je sais pas juste offrir des pains au chocolat, j'offre des pains au chocolat qui en plus réduisent des tonnes de CO2. Donc c'est vraiment ça qu'on essaie d'apporter à la population et aux administrations. C'est l'efficacité, c'est la vitesse. C'est démontrer que la démocratie, c'est pas une perte de temps. C'est au contraire une source d'efficacité extraordinaire quand on mobilise à la fois le pouvoir des citoyens, le pouvoir des administrations, le pouvoir des collectivités, le pouvoir des municipalités, le pouvoir des régions. Quand on mobilise tout le monde, qu'on va tous dans la même direction, on est puissant. Cette planète, c'est nous qui l'avons mis dans cet état. On a le pouvoir de le faire, mais on a le pouvoir de le défaire. On est capable de créer le monde que l'on veut. La preuve, le monde, on l'a créé tel qu'il est. Donc maintenant, on le crée autrement, on le crée ensemble, et ça va très vite. Merci Julia, je vais laisser la parole à mademoiselle au fond de la salle. Hello, donc c'est une question qui demande un peu de prétexte. Donc je suis une personne qui a étudié la zoologie, la conservation environnementale et le développement durable chez les entreprises et je suis toujours angoissée. Donc ce que j'ai décidé de faire, c'était de drastiquement changer mes habitudes et maintenant on me parle comme une révolutionniste, comme vraiment c'est hors de normes. Et en fait, avec ce qu'on voit avec... On ne parle pas de politique là, si on est d'accord ou pas d'accord, mais on voit que ces étudiants qui ont lancé la soupe sur le Van Gogh, on voit qu'on est perçu comme éco-terroriste, qui est extrêmement violente comme mot, parce que terrorisme, c'est une attaque physique, c'est une attaque violente. Et là, ce qu'on fait, c'est juste, on essaie de parler pacifiquement de nos inquiétudes. Donc là, la question vient après. Je ne sais pas si vous avez lu le BD, Le Monde sans fin. On ne parle encore pas de politique, on ne va pas discuter de si on est d'accord ou pas, mais il nous explique dans le livre qu'on est dans une société qui fonctionne sur la dépendance énergétique. Donc la question que je pose, c'est avec ce langage et avec une société qui est dépendante sur l'énergie, comment pouvons-nous inspirer les jeunes de soit sortir de ce système qui est dépendant sur l'énergie et potentiellement rentrer dans les fermes. Comme on avait dit, il y a 80% de la population qui habite dans les lieux urbains. Donc comment pouvons-nous vraiment inspirer ces jeunes de soit sortir de cette cycle vicieuse dépendance sur l'énergie ou avoir la confiance de changer leurs habitudes si on va leur rappeler des éco-terroristes. Madame Boissel, docteur Boissel, je vous laisse la parole pour répondre à cette question. Merci beaucoup. Je comprends l'angoisse, mais je vous félicite par rapport à votre transition et votre force de volonté vers votre comportement beaucoup plus positif. Je pense que tu viens de la formation, depuis que nous avons une éducation primaire, éducation secondaire, et bon, maintenant, notre cas, éducation supérieure. Et je pense que là, on a une responsabilité de vous montrer comment mettre en place des substitutions, comment mettre en place des opérations, des stratégies qui puissent nous rendre beaucoup plus autonomes de l'énergie. C'est un petit peu utopique, mais c'est à nous un petit peu de vous montrer la voie et de vous tranquilliser par rapport à tout ce système de peur. Et voilà, à Montpellier Business School, par exemple, pareil, comme Isabelle l'a évoqué, on fait des hackathons, on fait des jeux aussi pour vous montrer comment prendre en main ce type de situation.
Merci, Dr Boissel. Un mot, Julia Tadei. Oui. Un mot contre éco-terroriste, c'est éco-victorieux. Soyez éco-victorieux. Voilà. Soyons tous éco-victorieux, ça sera le dernier mot de cette table ronde. Merci à vous, mesdames, de nous avoir suivis, de nous avoir accompagnés. Merci beaucoup.